Vous, Monsieur Thomas, vous aidez les entreprises françaises à s'implanter à Hong Kong, c'est ça? Tout à fait. Qu'est-ce que vous constatez aujourd'hui? Est-ce qu'il y a toujours plus d'entreprises françaises intéressées par ce marché? Oui, tout à fait. Il n'y a absolument aucun ralentissement. La Chine est un pôle d'attraction très important. Et puis, on le voit aussi d'ailleurs au niveau de la communauté française qui est passée de quelques milliers de personnes quand je suis arrivé il y a 17 ans. Oui. Vous avez fondé le cabinet, c'est ça, il y a 17 ans? Oui, tout à fait. Ouais. Ah, maintenant, il doit y avoir une quinzaine de milliers de Français, donc c'est une communauté très dynamique. Oui. Et puis il y a beaucoup d'entreprises, effectivement, beaucoup d'entreprises françaises, dans la mesure où Hong Kong est véritablement la plateforme d'entrée sur la Chine. Alors, on parlait tout à l'heure justement de la création de sociétés. A priori, c'est assez facile pour s'implanter. Monsieur Thomas, qu'est-ce que vous conseillez aux entreprises françaises? Quelle sorte de société faut-il mieux créer ou construire? Bon, il y a beaucoup de types de sociétés à Hong Kong, mais en réalité, il y a une seule qui est utilisée, qui est celle de la Limited Company, c'est-à-dire c'est une société. C'est la plus simple, c'est la plus courante. Les autres sont des sociétés très spécifiques qui sont utilisées dans la finance, pour les professions réglementées, comme les avocats par exemple. Mais autrement, le business se fait au travers d'une limited company, dont effectivement la constitution est très simple. Oui. Ce sont des sociétés qui n'ont pas besoin d'indiquer leur objet social, c'est-à-dire qu'on peut vendre des boulons ou des cailloux, des jouets ou n'importe quoi. Donc il y a une très grande flexibilité. Est-ce qu'il y a des conditions à remplir tout de même? Non, il n'y a pas de conditions, il n'y a pas de capital social minimum. Donc finalement c'est très simple, mais il faut un peu se méfier de cette apparente simplicité parce que d'abord je pense qu'il est important pour un chef d'entreprise qui vient sur Hong Kong, sur la Chine, de bien préparer. Et je crois que souvent, il y a une espèce de mirage aux alouettes. On sait que c'est facile. Comment bien préparer, justement? En amont, il faut bien préparer son projet, il faut le travailler, il faut avoir un bon business plan, il faut savoir comment on va avoir on va avoir un fonds de roulement qui va fonctionner. Et puis, c'est aussi, paradoxalement, un endroit qui est relativement réglementé, au niveau bancaire, par exemple. C'est pas si facile que ça d'ouvrir un compte bancaire à Hong Kong. Il faut montrer patte blanche, il y a beaucoup de contrôles. Donc, en fait, il y a une apparente facilité, mais qui cache des fois une complexité, puis une redoutable compétition. Hein. C'est Hong Kong. Oui, la concurrence s'avère très, très rude. Hein. Exactement. Ouais. Bon, il y a quand même des conditions pour bénéficier d'un statut offshore, c'est-à-dire qu'il faut que la société soit quand même finalement une société virtuelle. C'est-à-dire qu'une société qui naturellement va dégager du profit sur Hong Kong à partir d'opérations qui sont réalisées sur Hong Kong, qui a un siège social constitué de bureaux et qui a des employés, n'aura pas la possibilité d'obtenir le statut offshore. Donc le statut offshore, c'est quand même pour les sociétés qui opèrent à partir de Hong Kong. Ouais. Mais qui n'ont pas de réelle activité. Il ne faut pas avoir d'activité sur Hong Kong. Si vous avez une activité qui vous procure un revenu à partir de Hong Kong, vous ne pourrez pas... Là, ça ne fonctionne pas. Non. Est-ce que vous avez, vous, de plus en plus d'entreprises françaises dans le secteur du vin qui cherchent à s'implanter à Hong Kong? Oui, bien sûr. Il y a l'air quand même d'y en avoir pas mal déjà d'implantés. Vous voyez, on disait que la concurrence est rude à Hong Kong. C'est encore un secteur qui est effectivement très concurrentiel. Et depuis environ 4 ans que les droits et taxes ont été supprimés sur l'importation du vin, c'est vrai qu'il y a beaucoup de Français qui sont venus tenter leur chance à Hong Kong. Et là encore, je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure, il faut vraiment être prêt, bien étudier son marché. Et alors, en fait, quand on est sur Hong Kong... Vu que vous résidez depuis longtemps à Hong Kong, vous avez vu l'évolution justement du consommateur hongkongais, de ce qu'il recherchait aujourd'hui? Oui, parce qu'en fait, il y a 10-15 ans, et plus encore, le vin, c'était soit pour les expats, soit pour une frange de la population. Vous savez, on a tous cette image des Chinois, des Hongkongais qui font des banquets et qui boivent du cognac à table. Et les gens laissaient leurs bouteilles de XO marquées à leur nom dans les restaurants. Ça a quasiment disparu. Maintenant, les gens vont boire du vin, et le vin est une marque de statut. Est-ce que vous avez l'impression qu'on va vers un resserrement de ces conditions tout de même? Oui, disons que, par exemple, moi quand j'arrivais à Hong Kong, à faire 17 ans, j'ai eu un visa d'investisseur. Aujourd'hui, c'est très difficile de l'avoir. C'est pas impossible si on a un bon projet, mais disons qu'on va plutôt recommander aux gens qui veulent venir à Hong Kong d'être salariés.
quitte à monter leur entreprise et se faire salarier par leur entreprise. Ils auront, si le dossier est bien monté, il faut monter un dossier, c'est vrai que normalement, ils auront leur visa. Voilà. Mais c'est un visa qui va être renouvelé, c'est pas le visa de résident permanent, naturellement. Hong Kong est l'une des rares villes au monde où lorsque une famille vient s'installer, elle aura des conditions de logement qui sont inférieures à ceux qu'elle avait auparavant. Oui. Voilà, parce que justement l'espace est tellement cher. Il a été vendu au mois de décembre à Hong Kong un appartement de 600 et quelques mètres carrés pour un prix au mètre carré de 75 ou 77 000 euros. Oui, donc le mètre carré. Ouais, donc, alors, on est dans des extrêmes, mais même au niveau, je dirais, de l'appartement, comme disait l'intervenante précédente, d'un petit appartement, un studio, les prix sont très chers. Alors, c'est un gros handicap, en particulier pour les jeunes qui veulent venir. Ils sont souvent en colocation, et puis après, on a cette ascension sociale où on part des nouveaux territoires, on se rapproche, on va sur Wan Chai, Chong Wan, etc. En fonction de sa situation professionnelle, finalement, on est amené à évoluer. Juste, j'avais un petit point. Nouvelles. Oui, pardon. Non, excusez-moi. Juste concernant les quartiers, je voulais savoir par rapport à l'école française, parce que souvent les familles d'expatriés, les familles expatriées souhaitent résider non loin du lycée français. Est-ce que ce quartier est cher aussi ? Oui, est-ce qu'il fait partie des quartiers c'est un quartier très résidentiel où il n'y a pas beaucoup de maisons. En fait, disons que le quartier que les expats aiment bien et qui est le plus près du lycée français, ça va être Happy Valley, où il y a énormément d'expatriés, pas seulement français d'ailleurs, beaucoup d'étrangers, et qui est le champ de course de Hong Kong. Par exemple, Mid-Level, d'où on peut aller assez facilement au lycée français. Mais il y a aussi des endroits qui sont de l'autre côté, donc de la mer, si je puis dire, enfin, sur Kowloon, où il y a des zones où des expatriés viennent. Alors c'est vrai qu'après, le matin, il faut se lever tôt et puis aller porter les enfants au lycée ou essayer d'attraper une navette quelque part. En fait, il n'y a pas de régime matrimonial à proprement parler, contrairement à la France où on peut choisir différents types de régimes, de contrats. Communauté de biens ou séparation de biens, etc. Ouais. À Hong Kong, il y a un régime commun qui est un régime un petit peu qui ressemble à la communauté de biens. Donc, ce qu'il faut savoir, si on se marie à Hong Kong sans faire attention et qu'on se fait appliquer le régime de droit commun, lorsqu'il y a dissolution du mariage par le divorce, c'est vrai qu'il peut y avoir des surprises, notamment sur les biens qui ont été acquis en communauté. Le régime de la séparation des biens en France et qu'ensuite on part habiter à Hong Kong, est-ce que le régime commun de Hong Kong va tout de même s'appliquer au bout de quelques années? C'est ça le souci, on est au cœur d'un des régimes du droit, des domaines du droit les plus complexes, qui est le droit international privé, et en particulier le droit international privé du divorce ou du régime matrimonial, voire des successions. Donc c'est très compliqué, je ne pense pas qu'on va rentrer dans les détails mais par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que si effectivement, et moi j'invite les gens qui veulent se marier localement à le faire au consulat, éventuellement de signer un contrat en France, un contrat de mariage, parce que si jamais la compétence pour prononcer le divorce est reconnue aux tribunaux de Hong Kong, quand même, ils prendront en considération ce qui a été signé et on risque, j'ai eu plusieurs cas où les choses ne se sont pas si mal passées. Mais là où ça se passe mal, c'est si on ne prend aucune précaution. Oui, voilà. On se marie sur le régime local et on va divorcer sur le régime local. Là, c'est vrai que ça coûte très cher.